Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo étant donné que j'ai eu pas mal de travail, j'ai pas vraiment trouvé le temps d'en faire. Mais je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et en plus c'est pour une vidéo point lecture de décembre, donc le premier point lecture de décembre. Donc je vais vous présenter tout de suite mes 3 dernières lectures. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Parce que je t'aime de Guillaume Musso, publié aux éditions Pocket. Je l'ai lu en lecture commune avec ma partenaire Reading Library. Donc en fait, on a lu ce livre ensemble parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas lu de Musso. Le dernier Musso que j'avais lu, c'était Et après, et ça avait été une grosse déception, alors que c'est très rare puisque c'est un de mes auteurs coup de cœur. Et donc j'étais contente de me replonger dans une de ces histoires et j'espérais que celle-là allait me plaire et ce fut le cas. Donc je vous parle tout de suite de mes ressentis. On suit Mark Hathaway qui est un très célèbre psychologue qui est marié à une femme qui s'appelle Nicole. Tous les deux filent le parfait amour, mais un beau jour il y a un drame. Leur petite fille Leila, âgée de 5 ans, se fait enlever dans un supermarché, elle disparaît, personne ne la retrouve et elle ne laisse aucune trace. Et c'est là où Mark va devenir de plus en plus dépressif, il va se laisser sombrer dans l'alcool, il va même devenir SDF parce que voilà, il est complètement rongé par les remords, il n'arrive pas à vivre sans sa fille. Tandis que Nicole, elle, à côté, elle essaye de continuer de vivre, de se battre. Et donc elle continue à faire sa profession car elle est violoniste. Et toute l'histoire va être centrée surtout sur le personnage de Mark, comment il va justement passer outre ce drame et comment il va survivre. En plus d'avoir Mark et Nicole en personnage, sachant que Nicole est un peu effacée dans l'histoire, on retrouve aussi le collègue de Mark qui s'appelle Connor. Et en fait, Connor, qui est aussi un psychologue, il va tout faire pour aider son meilleur ami à tenir le coup, à se battre, à ne pas se laisser aller comme il est en train de le faire. En plus de donc la famille Mark et Nicole plus leur ami Connor, on a une autre partie de l'histoire qui est centrée sur 2 autres personnages. Il y a Evie et il y a Allison. Evie est une jeune fille qui a perdu sa mère suite à une maladie et pareil, elle n'a qu'une envie, c'est de se venger, de tuer la personne qui est un peu la cause de la mort de sa mère. Quant à Allison, Allison c'est une riche héritière et c'est une femme qui se laisse sombrer pareil dans l'alcool, dans les drogues, qui multiplie les coups d'un soir, bref, elle n'a pas une très bonne réputation et c'est pareil, c'est une fille qui cache en vérité un très lourd secret. Donc l'histoire va être surtout centrée sur Mark, sur Evie et sur Allison parce que ces 3 personnages principaux sont détruits, ils n'arrivent plus à vivre, ils veulent que de la vengeance ou alors ils peuvent pas en fait accepter. Le livre vraiment dedans c'est l'acceptation des faits, l'acceptation de ce qui s'est passé, l'acceptation de qui on est. J'ai vraiment adoré cette histoire parce que encore une fois je pensais que ça allait être telle ou telle chose et finalement j'ai été surprise. À chaque fois, Musso, il regroupe plusieurs personnages qui n'ont vraiment rien à voir, qui sont dans des vies différentes, qui ont des caractères différents, des personnalités différentes. Il arrive toujours à faire qu'il y ait un chemin conducteur, qu'elles se rejoignent. Et à chaque fois, on est bluffé. Moi, j'ai été encore une fois, mais vraiment bluffée par l'histoire. J'ai vraiment adoré. En plus de ça, c'est très émouvant. Il y a des passages, franchement, il y a des révélations qui font qu'on se dit, mais oh là là, mais ça doit être horrible de vivre une chose pareille. Donc encore une fois, c'est un Musso qui est très agréable à découvrir. Après, c'est quand même une histoire triste, je vous l'avoue, moi ça m'a un peu attristé certains passages de l'histoire. En tout cas c'est une histoire qui est vraiment bluffante, moi j'ai vraiment adoré. J'ai mis la note de 4 sur 5, sachant que le personnage qui m'a le plus ému reste quand même Mark, parce que bon c'est le personnage quand même qui est très principal, on va dire c'est celui qui est le plus centré par rapport aux 2 autres, mais ouais Mark ça a été vraiment le personnage qui m'a le plus plu, avec son meilleur ami Connor qui fait vraiment tout son possible pour aider son meilleur ami. C'est un beau geste d'amitié. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Le second livre que j'ai lu, c'était encore une lecture commune avec ma partenaire lecture de Marion, donc Marion. On a lu The Book of Ivy, le tome 1 de Amy Engel, publié aux éditions Lumen. Je vous mets la photo ici car je l'ai lu en e-book. C'est un coup de cœur, tout de suite je vous le dis, c'est un coup de cœur. Après, j'en ai pas fait un book review parce que ce n'était pas un coup de cœur du siècle. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je pouvais pas lui mettre en dessous de 5 sur 5, mais après c'est pas mon coup de cœur de l'année, c'est ça que je n'ai pas fait de book review. Je vous parle tout de suite de l'histoire. On retrouve Evie Westfall qui est une jeune femme âgée de 16 ans. Elle vit avec son père et sa grande sœur Kylie
dans une partie d'une ville. Donc en fait, il y a une ville qui a été un peu détruite et endommagée après une guerre. Et dans cette ville, vous avez deux camps qui sont un petit peu en froid. Vous avez la famille Latimer et la famille Westfall. La famille d'Ivy devrait être à la base justement ceux qui dirigent la ville. Or, ce sont les Latimer qui dirigent la ville avec le président. Donc vous avez deux familles qui sont quand même en froid, qui ne s'entendent pas très bien. La ville qui est séparée en deux et de chaque côté, on fait que les enfants s'épousent, enfin les ados, ils sont ados à cet âge-là. Mais voilà, ils doivent s'épouser et aujourd'hui c'est le tour d'Ivy. Ivy va devoir épouser un de ses ennemis et en plus le pire de ses ennemis, il s'agit de Bishop Latimer qui est donc le fils du président. Et la famille de Ivy l'ont programmé, en fait ils l'ont formé à devoir tuer son futur mari. Le petit souci étant, elle s'attend à voir un mec horrible, un connard, cas de le dire. Et au final, il se comporte super bien avec elle, il est très gentil, il est avenant, il est bienveillant, il rigole avec, il y a une complicité qui s'installe. Et au fur et à mesure, Ivy, elle a pas envie de le tuer. Finalement, elle se dit qu'il n'est pas du côté de son père, il pense par lui-même et elle a pas envie de le tuer. Sauf que la famille d'Ivy, ils l'ont chargée d'une mission importante, ils veulent qu'elle le tue. Donc si vous voulez, Ivy va être partagée entre deux choses. D'un côté, elle aime Bishop, et d'un côté, elle a sa famille qui lui dit famille des Latimer, c'est de leur faute si sa mère est morte. Il y a toute une histoire là-dessus. Et c'est vrai que c'est une dystopie qui est particulière parce qu'on s'attendrait à avoir vraiment des affrontements et au final c'est plus une dystopie qui est centrée sur les émotions d'Ivy. Je l'ai plus vécu comme ça. Par contre ça a été une super lecture parce que finalement je me suis pas ennuyée puis je me disais oh là là j'espère qu'ils vont finir ensemble, j'espère ci, j'espère ça, puis au final j'ai pas de réponse parce qu'il faut que je lise le tome 2. Vraiment c'est une lecture qui a été géniale, j'ai vraiment adoré, je lui ai mis la note de 5 sur 5 justement, mais le seul petit truc qui aurait pu être encore plus parfait ça aurait été qu'il y ait un peu plus d'action. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, ça reste un peu lent. Il se passe pas énormément de choses. C'est plus, comme je vous dis, les montagnes russes au niveau des émotions. Parce que vous n'allez pas avoir de guerre, de combat, comme dans la plupart des dystopies. Là, c'est plus une dystopie vraiment centrée sur les émotions parce que vous faites ça. Je suis contente, je suis pas contente, oulala j'ai peur, après j'ai plus peur, c'est les montagnes russes au niveau des émotions. Mais c'est un livre qui est vraiment génial, j'ai hâte de lire la suite. Je vous en dirai pas plus parce que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler. D'ailleurs le résumé en dit un peu trop à mon goût. Mais en tout cas, sachez que j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de le tome 1 de Le Monde de Narnia qui s'intitule Le Neveu du Magicien. Donc je l'ai lu pour justement mon marathon de lecture. Je vous laisserai le lien de la vidéo où j'en parle en barre d'infos. Et donc j'ai été très contente de me lancer enfin dans cette intégrale qui est juste énorme. Je suis trop contente de m'être lancée dans ce challenge. Je l'ai sorti au bon moment. Je l'ai sorti au bon moment parce que c'est une écriture qui est franchement facile. C'est un conte qui se lit tout seul. Et donc je vais vous parler de cette histoire. On retrouve un petit garçon qui s'appelle Diggory qui vit avec sa mère chez son oncle et sa tante. Et Diggory en fait a l'interdiction d'aller dans le bureau de son oncle. Voilà, il a pas le droit d'y aller, il ne sait pas pourquoi, on lui a juste dit tu n'y vas pas. Forcément un enfant quand on lui dit tu n'y vas pas, il y va, hein. Il fait forcément l'opposé de ce qu'on lui interdit, hein. Et Diggory va faire la rencontre de sa voisine qui est une petite fille qui s'appelle Polly. Tous les deux vont partir à l'aventure, ils se disent que ça se trouve le bureau de l'oncle Andrew qui s'appelle. Il doit y avoir un trésor de pirate, bref ils se font tout un film et en partant à l'aventure, et malencontreusement, ils vont atterrir dans le bureau de l'oncle. Donc de peau, l'oncle est dans le bureau. Il va leur proposer alors deux choses. Tout d'abord, il voudrait faire une expérience avec eux, mais les enfants sont effrayés, ils veulent pas faire une expérience avec lui, ils le prennent pour un fou, ils veulent partir. C'est alors que Polly est attirée par une des bagues qui est posée sur une table. Ces bagues, elles sont particulières. Vous en avez de jaunes et de vertes. Et c'est vrai que quand vous les regardez, vous êtes attiré par ces bagues. C'est pour ça que l'oncle Andrew va être très malin. Il va proposer à Polly une de ces deux bagues jaunes. Polly va toucher une des bagues jaunes et elle va disparaître sous les yeux de Diggory. Diggory va demander à son oncle où est passée sa copine et c'est là que l'oncle va lui dire je ne sais pas, elle est partie dans un autre monde, je fais des expériences et elle est partie dans un autre monde, je ne sais pas où, mais ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu ailles la chercher en mettant cette seconde bague jaune et je te donnerai les deux bagues vertes qui vous permettront de revenir dans notre monde. Ce sont que des superstitions puisque l'oncle n'a jamais été dans un autre monde, il ne sait même pas où est partie la gamine. Bref, c'est une vraie saloperie cet oncle. Et du coup Diggory pour aider sa copine, il va mettre la bague jaune, il va se retrouver dans un monde n'importe où, il sait pas où il est mais dans un autre monde. Il va retrouver donc Polly qui
qui est resté finalement très longtemps dans ce monde sans s'en rendre compte, parce qu'en fait le temps est complètement différent d'un monde à un autre. C'est-à-dire que dans notre monde ça va s'écouler en secondes, alors que dans un autre monde ça va s'écouler en années voire en siècles. C'est alors que tous les deux vont décider qu'au lieu de rentrer tout de suite, et ben ils vont explorer les autres mondes qu'ils peuvent voir. C'est là où l'histoire va vraiment prendre forme, parce que ces deux enfants vont atterrir dans un monde où il y a une méchante sorcière qui s'appelle Jadis. C'est d'ailleurs la sorcière que l'on voit dans le film 1, dans le premier film qu'ils ont sorti. La fameuse reine qu'on voit qui est une vraie saloperie aussi. Et dans le monde de la sorcière Jadis, c'est un monde cruel, le soleil est froid, les personnes ne sont pas vivantes, elles sont toutes endormies ou alors transformées en pierre. Et cette sorcière va s'agripper aux enfants et elle va revenir avec eux dans leur monde, c'est-à-dire dans notre monde. Donc vous imaginez bien qu'une sorcière moitié géante, moitié je ne sais plus quoi, atterrit dans notre monde avec... En plus, elle a des pouvoirs, donc c'est une vraie méchante quoi. Elle va mettre tous en dessus-dessous. Et les enfants vont tout faire pour la ramener dans son monde, sauf que en la ramenant dans un autre pays, ils vont atterrir dans un espèce de néant. Un néant où il y aura personne. Et c'est là où va être créé Narnia. Et c'est d'où cette histoire-là qu'on comprend pourquoi dans le film, il y a la sorcière et il y a Aslan. Si vous n'avez pas lu le premier tome, vous ne comprendrez même pas forcément bien le film. Moi, quand j'avais vu le film Le Monde de Narnia, je m'attendais à un peu mieux comprendre l'histoire. Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait une espèce de lampadaire qui était plantée là au milieu d'une forêt. Pourquoi il y avait cette sorcière qui faisait la guerre contre Aslan. Il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Donc vraiment, il faut avoir lu ce premier tome qui implante le décor, qui explique comment a été créé Narnia et par qui, parce qu'au final on sait jamais par qui elle a été créée Narnia, on sait pas comment, et c'est vrai que dans ce tome là c'est une découverte. On voit comment a été créé Narnia, on voit comment ça a été fait, on découvre les personnages. Franchement c'est un tome qui est très important dans l'histoire. Si on ne l'a pas lu, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'histoire. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Donc les enfants vont avoir d'autres péripéties, je vous dirai pas lesquelles, sinon ça gâcherait la surprise. Mais ils vont avoir pas mal de choses à vivre, et à la fin de cette histoire, c'est là où dans le tome 2, on débouche sur le fameux film qui a été fait par la suite. Mais je vous parlerai du film dans une vidéo, un livre, un film, ça sera plus simple. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. J'ai mis la note de 3 sur 5 parce que je n'ai pas non plus adoré, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Franchement, je m'attendais à une écriture très difficile. Je m'attendais à une écriture un peu vieillotte, un peu avec des mots compliqués que j'allais pas forcément comprendre, et pas du tout. C'est vraiment adapté pour les enfants parce qu'à la base c'est quand même un livre qui est très jeunesse. Bon, c'est de la fantaisie, hein. Il y a quand même des choses qui sont un peu compliquées je pense pour des enfants un peu trop jeunes. Mais en tout cas c'est une lecture qui se lit tout seul, c'est très agréable. C'est vraiment raconté comme un conte. Je trouve que je l'ai sorti au bon moment parce que là pendant les fêtes c'est agréable de lire des histoires comme ça. Ça nous enchante, ça nous émerveille et c'est vraiment une super histoire. Vous l'aurez compris, ma note est de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. N'hésitez pas si jamais à participer au marathon lecture du Monde de Narnia. Si vous avez les tomes et que vous les avez pas lus, vous avez encore le temps de lire le tome 1 et le tome 2, sachant qu'au mois de janvier on lira le tome 3 et le tome 4. Je vous laisse donc le lien de l'événement Facebook en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne les avez pas lus, est-ce que je vous ai donné envie de les lire? D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!